Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de Musical 82. On va parler encore une fois de Dragon Ball Z et on va parler comme promis des chapitres Trunk, chapitre Cell et le chapitre Cell Game. À travers cette vidéo, je vais essayer de vous expliquer le mode de fonctionnement d'Akira Toriyama, c'est-à-dire sa méthode de travail, de quoi il s'est inspiré pour son histoire de voyage dans le temps, de quoi il s'est inspiré aussi pour tel et tel personnage. Voilà, c'est comme ça que va s'articuler cette vidéo. Cette légende de séparation entre Toriyama et Torishima est venue de différentes interviews et certains ont mis la charrue avant les bœufs et se sont dit « Ah bah oui, ils se sont séparés machin un peu avant ». Non, c'est absolument pas vrai. Torishima est resté l'éditeur de Toriyama jusqu'en mai 93. Après, il a quitté Akira Toriyama pour devenir le rédacteur en chef de V-Jump en mai 1993. Entre-temps, au mois de février 1993, il lui avait renégocié son contrat avec Glénat pour l'exportation de son manga. Je rappelle que Glénat est le premier exportateur en France de manga et que ça a été le premier à amener le manga. Le manga papier est arrivé en mars plutôt 1993. Donc qu'est-ce qui a créé cette légende? Eh bien en fait, c'est que Torishima ne supportait pas les idées qu'avait Toriyama pour la saga Cell. Il ne supportait pas les personnages, c'est-à-dire C20, le vieillard Dr Gero qui va affronter C18, elle-même qui lui coupe la tête, il trouvait ça complètement ridicule. Il ne supportait pas le personnage de Cell, qui est un personnage qu'il trouve moche et insipide, avec aucun charisme. Donc pour toutes ces raisons, leur collaboration a pris un sacré coup dans l'aile et donc ils se sont un petit peu séparés. Mais le travail effectif et les contrats, jusqu'en mai 1993, Torishima restait l'éditeur de Akira Toriyama pour la maison Shueisha. Allons-y pour la saga Cell. Alors maintenant on entre dans l'ère des cyborgs et autres robots. Alors on va regarder de quoi s'est inspiré tonton Toriyama pour cet arc, cette saga de Cell. Alors la saga Cell, elle est inspirée d'un manga qui est très connu au Japon, qui s'appelle Cyborg 009, qui est sorti en 1963 et qui a été créé par Shotaro Ishinomori, qui était l'assistant d'Osamu Tezuka sur Astro Boy. Pour ceux qui connaissent un peu l'univers du manga, Astro Boy, Cyborg 009, c'est des grands classiques de la littérature manga japonaise. Alors pour ceux qui n'ont jamais lu Cyborg 009, ils vont me dire mais ça parle que de cyborg. Et pour les puristes, ils voient tout de suite à quoi je veux en venir. Eh bien tout simplement, non, c'est pas juste des cyborgs, c'est toute l'histoire qui est pompée, toute la saga Cell qui est pompée sur Cyborg 009, qui est sorti, je le rappelle, en 1963. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que c'est pompé, la saga Cell est pompée sur le tome 13, tome 14 et le tome 15 des Cyborg 009. J'explique un petit peu rapidement l'histoire dans ces trois tomes. C'est un monstre qui voyage à travers le temps à la recherche de suffisamment de puissance pour pouvoir éliminer les Cyborg 009. Voilà, ça vous rappelle quelque chose, c'est normal. Je veux dire, Akira Toriyama, on l'a déjà vu avant, mais il pompe tout ce qu'il peut sur les autres pour faire son histoire. Encore une fois, je ne dénigre pas Toriyama dans le sens où j'estime que c'est un des plus grands mangaka en ce qui concerne le dessin et l'animation qu'il peut mettre dans son manga. Par contre, niveau histoire, c'est une vraie merde. En France, on était un peu plus intelligent, c'est-à-dire que par exemple pour Astérix, on savait que Uderzo était très mauvais dans l'histoire mais très bon dans le dessin, et ben il s'était associé avec Goscinny pour pouvoir faire avoir une histoire qui tient la route. Alors Akira Toriyama n'est pas complètement stupide non plus, avec la création d'un nouveau personnage comme Mirai Trunk, il ne le fait pas par hasard. Comme je l'expliquais dans la vidéo sur Freezer, Sangoku, s'il est le Super Saiyan légendaire, c'est-à-dire le Super Saiyan, il n'a plus de rival. Il n'y a plus personne qui peut l'affronter puisqu'il est le plus puissant. Comme dirait l'autre, il est au sommet de la chaîne alimentaire. Donc il lui faut bien un rival. Et à partir de ce moment-là, quoi de mieux qu'un nouveau personnage? Et ce nouveau personnage, il est très bien incarné par Mirai Trunk. Pourquoi? Parce que Sangoku a lutté comme un chien pour réussir à vaincre et à terrasser Freezer, et lui arrive et en quelques secondes, il balaye non seulement Freezer, mais en plus son père. Donc, on sait qu'on va rentrer dans une histoire où les forces vont un petit peu s'égaler. Et seul problème, c'est que Mirai Trunk arrive de nulle part, il y a un autre personnage qui est revenu à la vie à la demande des fans, c'est Vegeta, et que le véritable rival de Sangoku, ça ne peut pas être Mirai Trunk,
ça ne peut être que Vegeta. Donc à partir de ce moment-là, on se doute complètement qu'il va y avoir une évolution dans le personnage de Vegeta, puisque je le rappelle, et ce n'est pas moi qui l'invente encore une fois, c'est Akira Toriyama qui le dit, si Vegeta est revenu dans la saga Dragon Ball, c'est uniquement à la demande des fans. Donc voilà, il y avait plusieurs raisons à la création de ce personnage de Mirai Trunks, déjà pour les fangirls, pour les fanboys qui aiment aussi, qui se retrouvaient dans un personnage avec un style beaucoup plus jeune, mais aussi pour les fans qui n'étaient pas contents, parce que bien évidemment, cette histoire de Super Saiyan légendaire, et j'y reviens à chaque fois, bah, elle pose problème, parce que si Sangoku n'est plus l'exception, alors qui c'est? Et ça, Mirai Trunks était censé répondre à cette question. Eh bien, en fait, c'est lui, le guerrier légendaire. Et en fait, pas du tout. C'est pas lui, on va l'apprendre par la suite. Donc, les fans restent quand même sur un gros problème. C'est-à-dire qu'on les a saoulés pendant 2 ans et demi à leur parler d'un Super Saiyan légendaire. Et au final, on s'aperçoit que c'est ni Sangoku, que ça ne peut pas être Mirai Trunks, que ça ne peut pas être Vegeta, puisqu'il n'est même pas encore à ce stade-là. Donc, qui sait? Voilà. Est-ce que cette légende existe? Est-ce que cette légende n'existe pas? On ne sait pas. On ne sait pas si... Voilà. Donc, pour tous les fans, ça posait problème. Et c'est ce que j'expliquais dans une autre de mes vidéos, toujours sur, cette fois-ci qui était sur le film Broly. C'était un gros problème, et c'est un problème que Torishima a fait remarquer très longuement à Akira Toriyama. C'est-à-dire qu'il tenait quelque chose avec cette histoire de Super Saiyan légendaire. Et au départ, Akira Toriyama, bah non, pour lui, il a dit ça comme ça. Ce qui prouve aussi le peu d'attention que peut porter Akira Toriyama à l'histoire de ses personnages. Donc avec tout ça, il est bien normal que les fans japonais, et là encore une fois je parle bien uniquement des japonais et pas des français, puisque je rappelle que nous en France, jusqu'en mars 1993, nous n'avions pas le manga en France, c'était uniquement le dessin animé au Club Dorothée. Au Japon, ils n'ont pas apprécié, ce qui est logique, puisque tout ce qu'on vient de nous raconter pendant 2 ans et demi, ce qui nous a tenus en haleine, c'est balayé d'un revers de la main au chapitre 331, alors que l'arc Freezer s'est réellement fini au chapitre 328. C'est-à-dire que 3 arcs plus tard, tout ce qu'on t'a raconté avant, bah, c'est de la merde. Et preuve encore une fois que Torishima avait complètement raison sur ce problème de Saiyan légendaire, c'est la suite qui va être donnée, c'est-à-dire que pour remettre tout le monde au niveau et donc faire exactement ce que j'explique depuis le début de mes vidéos sur Dragon Ball, expliquer tout simplement que Toriyama était bloqué avec cette histoire de guerre légendaire. Pour que le manga puisse continuer à exister, il va devoir mettre pratiquement tous les autres personnages secondaires à un niveau bien plus élevé. Parce que bien évidemment, ils ne peuvent pas suivre sinon. Sinon, ça ne sert strictement à rien. Ils n'ont plus rien à faire dans cette histoire. Et on sent cette histoire cousue de fil blanc. Pourquoi? Eh bien parce qu'avec l'arrivée de Trunks et le retour de Sangoku, qu'on n'attendait plus, enfin qu'on attend depuis quelques pages, Trunks va avoir cette discussion avec Sangoku, va lui annoncer qu'il a des problèmes cardiaques, donc qu'il va mourir. Que tout ce qu'il a appris, c'est grâce à son maître qui était Sangohan. Donc on s'aperçoit que si Trunks est Super Saiyan, Sangohan dans le futur l'est aussi. Donc on sait que Sangohan, qui ne l'est pas encore à ce moment-là, va le devenir. On s'aperçoit, il nous explique que son père, eh bien c'est Vegeta et pas Yamcha. Là aussi, ça fait partie des incohérences qui n'ont pas spécialement plu à tous les fans, puisque je rappelle que Bulma au départ est en couple avec Yamcha et pas avec Vegeta. Donc ça c'est aussi du fanservice, c'était pour que Vegeta soit pratiquement au même niveau que notre ami Sangoku, puisque Sangoku était avec Shishi et qu'il a eu comme fils Sangohan, puis Goten après, mais il n'est pas encore là donc on n'en parle pas, donc il a eu Gohan. Donc là aussi, on sent bien que c'est du fanservice. Et comme je viens de le dire il y a quelques instants, il faut mettre tout le monde au même niveau, donc bien évidemment on va passer là-dessus. Si Trunks est super guerrier et que Sangoku aussi, eh bien pour faire plaisir aux fans, il faut bien que Vegeta le devienne. Il faut que Sangohan le devienne par définition, puisque c'est le maître de Trunks dans le futur, et que si Trunks arrive à se transformer en Super Saiyan, c'est parce que Sangohan réussissait aussi à se transformer en Super Saiyan. Et il faut bien que Piccolo, qui a quand même une grande partie des fans et qui est le personnage préféré d'Akira Toriyama, puisse aussi devenir encore et encore et encore plus fort. Donc, Piccolo va refusionner plutôt avec le Tout-Puissant, alors qu'il a déjà fusionné sur Namek avec Nail. Voilà. Ce qui nous amène à un Namek ultra puissant, à 4 Super Saiyans qui eux-mêmes vont devenir ou sont déjà des Super Saiyans en puissance.
Et tout ça, bien évidemment, ça ne plaît pas aux fans japonais. Pourquoi? Eh bien parce que c'est un plagiat, encore une fois. Et là, c'est un plagiat toujours de Cyborg 009, toujours du tome 13, 14 et 15, mais surtout d'un film des Cyborg 009. Et je vais vous donner le titre tout de suite. C'est le film La légende des super galactiques. Voilà, sorti en 1980, le 20 décembre 1980, pour être précis. Tout ça, toute cette histoire de départ de la saga Cell, eh bien c'est un plagiat complet du film Cyborg 009 et du manga Cyborg 009 sorti en 1963. Comme je l'explique dans une autre de mes vidéos, c'est Torishima qui va sauver Toriyama de cette panade en lui proposant l'idée du film 8, c'est-à-dire le Super Saiyan légendaire, qui va réussir à contenter les fans qui attendent avec impatience ce guerrier légendaire dont on leur parle depuis maintenant presque 2 ans, 2 ans et demi. Donc il va avoir cette idée, bien évidemment au départ Toriyama qui n'assume rien, et puis au final cette idée devant la demande des fans au Japon, quand est-ce qu'il arrive, et bien cette idée va germer. Alors pareil, le film 8, le Super Saiyan légendaire, je vais vous expliquer point par point, et surtout qu'il n'y a aucune incohérence avec l'histoire, mais vraiment aucune, parce que si vous pensez qu'il y a des incohérences, c'est soit vous n'avez jamais lu un manga Dragon Ball Z de votre vie, surtout les chapitres sur Trunk, Cell et le Cell Game, c'est que vous n'en avez jamais lu un chapitre ou alors que vous n'avez pas compris l'histoire. Parce que réellement, le film 8 est complètement, et c'est le seul, sur les 13 films Dragon Ball, c'est le seul qui est cohérent réellement avec l'histoire. Bref, donc j'y reviendrai à la fin de cette vidéo sur le film, on fera une grande parenthèse dessus. Alors un autre personnage qui lui est plus un personnage comique qui va arriver dans la saga Cell et ensuite dans la saga Cell Game, c'est Mister Satan. Pourquoi Mister Satan? Eh bien tout simplement parce que c'est une caricature de Torishima. Comme Toriyama l'avait déjà fait dans Dr Slump avec le Dr Mashirito, c'est une caricature de Torishima, son éditeur avec qui il est un peu en froid puisque l'histoire ne plaît pas du tout à Torishima. Et il va se moquer ouvertement grâce à cette caricature de Torishima. En faisant comme si, voilà, Mister Satan en fait qui est là tout le temps en train de dire ouais je suis le plus fort, je suis ci, je suis ça, je suis machin. En fin de compte il fait passer un peu Torishima pour un imposteur. Bon, c'était leur petite guéguerre, c'était des petites choses comme ça de l'époque, mais c'est toujours bon de savoir pourquoi ce personnage a été créé. Il n'a pas simplement été créé pour le gag, c'était aussi une façon détournée pour Toriyama de régler ses comptes avec Torishima. Donc maintenant qu'on a vu la création des personnages, le pourquoi du comment et qu'est-ce qu'ils apportent, on va voir maintenant l'histoire. Et ce qu'on apprend dès le début, c'est dans le chapitre 331, avec l'arrivée donc de ce personnage mystérieux qu'est Trunk, et la discussion qu'il va avoir après avec Sangoku, au retour de Sangoku. Bon. Donc dès le départ, on apprend que tout le monde est mort dans le futur, que les Dragon Ball n'existent plus, et que celui qui a tout appris à Trunk, eh bien c'est Sangohan. Donc pendant cette discussion entre Trunks et Sangoku, Trunks va parler de l'arrivée de C19 et C20, le Dr Gero. Il donne le cachet pour le cœur à Goku. Je rappelle que Goku va mourir dans le futur à cause d'un problème cardiaque. Donc pour éviter qu'il ne meure, Trunks lui donne des cachets pour qu'il puisse survivre à cette attaque cardiaque. Et il leur donne rendez-vous à tous dans 3 ans, le 12 mai à 10 h, sur l'île à 9 km au sud-ouest de la capitale du Sud. Et avec comme directive de s'entraîner à fond pour pouvoir affronter ces 2 cyborgs. Alors avec toutes ces précisions, on se croirait presque dans le retour vers le futur. Eh bien non, totalement faux. On est exactement dans Cyborg 009, dans le tome 13, 14 et 15. C'est encore une fois un plagiat total. Voilà. Donc on continue, 3 ans après, tout le monde est au rendez-vous, Trunk est bien né, il est bien le fils de Vegeta et de Bulma, C19 et C20 sont bien présents, c'est Yamcha qui tombe dessus en premier, puis toute l'équipe arrive, Sangoku commence à les affronter, et Sangoku se retrouve avec un malaise cardiaque, il commence à avoir une attaque, et ce qui est déjà bizarre, puisque je rappelle que Trunk lui a donné des cachets justement pour que ça n'arrive pas 3 ans auparavant. Mais bon, c'est pas grave. Le combat s'enchaîne et finalement Piccolo et Vegeta sont bien plus puissants que le Dr Gero et que C19. Entre-temps, Trunk qui n'était toujours pas là au début au rendez-vous arrive enfin et là il ne reconnaît absolument pas C19 et C20. Et vous pouvez le vérifier, c'est dans le tome 30, page 148, quand Trunk arrive, il ne les reconnaît pas, il ne sait pas qui ils sont.
Alors pourquoi il ne les reconnaît pas? Eh bien tout simplement parce qu'ils sont en train de se faire éliminer par Piccolo et Vegeta. Et donc il n'a pas pu les connaître, puisque je rappelle qu'au temps présent, quand Piccolo et Vegeta affrontent C19 et C20, il a 1 an, Trunk, il est tout petit, donc il ne peut pas se rappeler. Donc pour lui, c'est pas eux, il ne comprend pas. Donc ça pose déjà un problème par rapport à ce qui nous avait été raconté 3 ans avant. Mais c'est complètement cohérent avec les voyages dans le temps, hein, suivant ce qu'on en a pu en voir dans les films. S'il est trop jeune, c'est que les cyborgs qu'il est revenu affronter là, c'est pas C19 et C20. Et d'ailleurs, c'est confirmé dans la suite, page 149, 150 et 151, bah pour Trunk, non, c'est pas eux. Ils sont 3 et ils sont beaucoup plus jeunes que C19 et C20. Donc il ne comprend pas. Ça aussi, des fois, ça aurait dû vous mettre la puce à l'oreille parce que ça va vous expliquer beaucoup de choses par la suite. Et ça prouve bien que pour l'instant, Akira Toriyama, lui, est cohérent dans son histoire de voyage dans le temps. On lui a suffisamment reproché ses incohérences depuis un bon moment sur son manga. Donc là, il essaye, il fait tout pour être vraiment très cohérent. Et l'histoire est très intéressante à ce niveau-là. Et de plus, cette histoire de voyage dans le temps et cette modification du présent par rapport à une modification apportée dans le passé, prouve bien que nous ne sommes absolument pas dans un univers parallèle, mais bien dans un voyage temporel. C'est ce qu'on appelle l'effet papillon, c'est-à-dire ce que tu as changé avant, eh ben, ça va influer sur ton futur. Donc on est parfaitement dedans. Le fait que Trunk ait prévenu tout le monde 3 ans auparavant, les ait mis en garde et les ait préparés, car en quelque sorte, parce que c'est lui qui leur dit de s'entraîner, eh bien ils ne vont avoir aucune difficulté à éliminer le docteur Gero et C19. Ils ne vont avoir aucune difficulté à le faire. Et c'est parfaitement cohérent aussi avec le futur de Trunk, puisque je rappelle encore une fois, Trunk quand il arrive, il dit c'est pas eux, ils sont 3 et ils sont beaucoup plus jeunes. Et effectivement, pendant le temps où Vegeta et Piccolo se débarrassent de C19 et pourchassent le Dr Gero, lui file à son laboratoire pour libérer C17, C18 et eux vont libérer C16. Donc on est parfaitement dans la cohérence, ça coule de source, c'est très bien à l'heure actuelle, c'est vraiment très bon. Toriyama a une idée, enfin en tout cas, bon, c'est un plagiat, on le sait, mais en tout cas l'histoire est vraiment bien racontée. C'est cohérent, jusque-là, tout va bien. C17, C18 et C16 étant libérés, et bien effectivement, c'est l'effet papillon. Trunk n'a pas pu connaître C19 et C20, pourtant il avait prévenu le groupe au départ en garde contre C20 et C19. Et bien, avec leur élimination, eh bien, ils se retrouvent en fait dans le futur uniquement avec C17, C18 et C16. C'est ce qu'on appelle l'effet papillon. Bon, je vous passe la branlée que se prend ce qu'on appelle maintenant la Z-Team face à C17 et C18. Hein. Le fait que Krillin tombe amoureux pratiquement de suite de C18, hein, quand il lui fait un bisou pour lui dire au revoir. Bon, tout ça, on est toujours dans le tome 30 et c'est assez sympa à voir. Bon, avec Akira Toriyama, s'il y a un truc que je peux reconnaître, c'est vrai que je suis le premier à dénigrer son travail au niveau de l'histoire, mais pour une fois, l'histoire est cohérente et surtout, visuellement, c'est magnifique, c'est vraiment très beau. Le manga est vraiment très bien fait. Alors, toujours dans le tome 30, il y a une découverte que Trunk et Son Gohan vont faire, avec Bulma aussi. En survolant les plaines, ils s'aperçoivent qu'il y a une autre capsule à voyager dans le temps. Mais celle-ci est très esquintée et il y a une coquille ressemblant à un œuf juste à côté, une sorte de chrysaline. Alors on sait que cette chrysaline a mis 4 ans à éclore. Comment on le sait? Eh bien tout simplement parce que Trunk a fait son voyage dans le temps il y a 3 ans. Et cette capsule est arrivée 1 an avant son premier voyage dans le passé. C'est-à-dire 1 an avant qu'il ne rencontre pour la première fois Sangoku et la Z-Team. Donc on sait qu'elle a mis 4 ans à éclore. 4 ans, voilà. Et ça va être confirmé par Cell dans son combat avec Piccolo dans le tome 31. Alors on en arrive au tome 31, page 25, Piccolo contre Cell, et là ça va être génial parce qu'on va en apprendre énormément sur les voyages dans le temps et sur le pourquoi de la venue de Cell dans le passé. On apprend que Cell est constitué de cellules de Freezer, de Cold Freezer, c'est-à-dire son père, de Vegeta, de Goku et bien sûr de Piccolo. Alors comment il a fait? Eh bien on l'apprend que pendant les combats, grâce à un petit robot espion qui venait récupérer les cellules après la mort des uns ou des autres ou pendant le combat, eh bien, toutes ces données-là ont été enregistrées par le docteur Gero pour pouvoir créer Cell. Que Cell n'a pas été tué après la destruction du laboratoire de Dr Gero. Pourquoi? Parce que celui-ci était placé dans les sous-sols, que pour devenir parfait, il a besoin de C17 et C18, qu'il ne les a pas trouvés dans le futur puisque apparemment il est possible que Trunk les ait déjà tués et que pour revenir dans le passé, il a dû tuer Trunk pour venir les rechercher. Et là, pour l'instant, c'est complètement cohérent.
avec l'histoire de base. Pourquoi? Parce qu'il est normal que Cell ne trouve pas C17 et C18 dans le futur, puisqu'on est en plein combat entre C17, C18 et C16 contre la Z-Team et sûrement contre Sangoku. Donc, si ça se trouve, on apprend déjà qu'ils ont forcément à un moment ou à un autre réussi à les tuer. Ou peut-être que c'est Trunk. Donc, pour l'instant, on ne sait pas plus, mais c'est complètement cohérent. Donc, on passe directement au tome 32 avec la sortie de Vegeta et de Trunk de la salle du temps, page 16. En sortant, Trunk et Vegeta sont largement plus puissants que C17, C18 ou C16, ou bien même que Cell deuxième forme. C'est uniquement par vanité et par prétention que Vegeta va laisser Cell absorber C18 parce qu'il veut se mesurer à ce soi-disant être parfait. Et c'est aussi à cause de Krillin qui ne désactive pas C18 alors qu'il a la télécommande que Bulma vient de fabriquer pour la désactiver. Et il ne le fait pas par amour. En tout cas, c'est comme ça qu'on le ressent en tant que lecteur. Et ça, c'est une erreur. Mais ce n'est pas une erreur au niveau scénaristique. Ce n'est absolument pas une erreur, justement bien au contraire. Et là, Akira Toriyama aussi m'a surpris quand j'ai lu ça, parce que ce n'est absolument pas une erreur de sa part. Cette télécommande, s'il la désactive, il n'y a plus d'histoire. Or, C18, il veut s'en servir pour la suite. Pourquoi? Eh bien, pas pour la suite Dragon Ball, tome 36, 35 et 36, avec l'arrivée de Boo et le mariage entre Krillin et C18. Non, il veut s'en servir parce que sinon, ça n'a plus de sens. Dans le futur, ça voudrait dire que C18 n'existe plus, puisqu'elle a été désactivée. Donc elle est morte, elle ne sert plus à rien, et voilà. Non, il la laisse et c'est bien fait intentionnellement et bien exprès. Et on n'est pas du tout dans la projection de la suite avec l'arc Majin Buu et tout ça. Non, non, on est dans la suite de l'arc Cell Game, de la fin de l'arc de Cell Game. Il pense déjà à la fin. Bref, à cause de Krillin et de Vegeta, Cell est devenu Cell Perfect. On arrive au dernier arc de la saga Cell, c'est-à-dire le Cell Game. Eh bien, je vais vous dire une chose. Le Cell Game, on s'en branle. Et je vais même aller plus loin, le Cell Game n'a jamais existé. Donc, toute la partie Cell Game, on va la sauter et on va directement aller au tome 35 pour le savoir. Alors, je vois déjà d'ici le scandale. Ouais, t'es un enculé, tu sais pas de quoi tu parles et tout. Ouais, le Cell Game, oui, le Cell Game. J'ai adoré aussi le Cell Game, hein. On va être très bien, on va dire les choses. J'ai adoré. Alors, certains vont me raconter, ouais, c'était trop beau, il y a eu le placement de flambeau entre Sangoku et Sangohan. Le moment, il était trop, j'ai failli pleurer quand je vois la tête de C16 qui se fait écraser par Cell. Sangohan qui est fou de colère, qui se met en Super Saiyan G2. Oui, tout ça, c'était génial. Trunk qui meurt et tout, et tatati et tatata. Ben ouais, mais sauf que ça n'a jamais existé. C'est pas moi qui te l'invente, hein. Tu peux me traiter d'enculé, me dire que je suis le dernier des fils de pute, ça ne me gêne pas. Mais la situation fait que Akira Toriyama, à la fin, il te dit, le Cell Game, tu peux aller te faire enculer. Il n'a jamais existé. Hein, et pour ça, il faut que tu aies lu le manga en lui-même. C'est-à-dire que c'est bien gentil hein, d'avoir toutes les tomes de Dragon Ball posés sur ton étagère, mais encore faudrait-il les lire, hein, parce que Cell, il n'a jamais existé. Alors je sais, par la suite, on va essayer de te le faire croire qu'il a existé et de te le faire rentrer à grands coups de marteau-piqueur dans le crâne. Ça, il n'y a aucun souci. On voit même des images de Cell dans l'arc Majin Buu. Tu te demandes ce qu'il vient foutre là, alors que bon, il n'y a pas de raison. Mais voilà, dans la réalité du manga, le Cell Game n'a jamais eu lieu. Il n'a jamais existé. Alors tout ça, c'est comme pour l'arc Freezer, c'est-à-dire que par la suite, Akira Toriyama a dû pondre une suite et puis il ne pouvait pas laisser parce que le Cell Game c'est l'arc qui a le plus pour fans, hein, donc il ne pouvait pas cracher dessus. Mais en même temps, c'est une réalité. Cet arc n'a jamais existé. Et donc, je vais vous expliquer pourquoi. Et puis, c'est pas moi, en fait, hein, qui vous l'explique. Tout simplement, il vous suffit de lire le tome 35. Hein. C'est tout. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Donc, on y va. On passe directement à la page 127 du tome 35, direct chez le Tout-Puissant avec les Dragon Ball. Donc, Cell vient d'être vaincu. Le Cell Game est fini. On est chez le Tout-Puissant, on appelle le Dragon Chéron, C18 revient à elle, bien évidemment Krillin est juste à côté et puis lui demande si ça va, elle l'envoie chier. Piccolo fait remarquer à C18 que c'est grâce à Krillin qu'elle est toujours en vie, qu'il lui a sauvé la vie et que donc elle lui doit un minimum de respect, mais elle se casse en lui tirant la langue et elle reste quand même cachée un petit peu pour voir ce qui se passe avec le Dragon Chéron. Yamcha, qui n'avait servi à rien jusque-là, demande que tous ceux qui ont été tués par Cell reviennent à la vie, Sangoku y compris, mais Sangoku refuse.
Alors, il refuse et décide de rester avec Maître Caillot parce qu'il attire les monstres et il laisse les clés à Sangwan. Donc le vrai passage de témoin, il est à ce moment-là. La petite phrase de Tenshinhan à Trunk, qui est à nouveau en vie, puisqu'il vient d'être ressuscité par le dragon Shenron. Tu dois pouvoir te débarrasser des cyborgs de ton époque. Alors, là, c'est pareil, ça fait la petite incohérence, parce que là, c'est toujours pareil. De son époque, oui, mais on n'est pas dans un univers parallèle, on est toujours dans un voyage dans le temps. Donc, s'il doit tuer des cyborgs, alors que C-17 et C-18 sont, on va dire, à nouveau en vie, mais non plus leur système explosif, ça veut dire que peut-être ils sont redevenus méchants dans le futur. Ce qui ne pose pas d'incohérence, comme je le disais, de scénario, puisque C-18 et C-17 sont toujours en vie. Ils sont peut-être redevenus méchants dans le futur, mais pour l'instant, on n'en sait rien. Donc tout le monde se sépare, et là on en arrive donc à Trunk qui retourne à son époque. Et le fait que les cyborgs détruisent encore tout est tout à fait cohérent. Effectivement, ils ont pu redevenir méchants, ou en tout cas abuser de leur puissance, pour détruire les humains et tout ça. Chose qui est complètement cohérente, c'est que C16 n'est pas là. Et C16, bon bah voilà, C16 il n'est pas là, puisqu'il a été tué par Cell, et que c'est un robot beaucoup plus puissant que Shenron, donc il ne pouvait pas le ramener à la vie. Par contre, il n'est pas présent. Donc jusque-là, tout est cohérent, et complètement cohérent avec l'histoire telle qu'elle nous a été racontée jusque-là. Pourquoi? Parce qu'il faut se rappeler de ce que nous avait expliqué Cell pendant son combat avec Piccolo. Ben, il ne les a pas trouvés dans le futur. Donc forcément, ils ont été éliminés. Et peut-être éliminés par Trunk. Donc c'est cohérent. Trunk les a éliminés. Donc, ils n'existent plus. Donc Trunk va devoir, et sait qu'il va devoir affronter Cell. On est page 164 du tome 35, avec cette image de Mirai Trunk qui est devant la capsule à voyager dans le temps, et qui attend de pied ferme Cell. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il connaît le plan de Cell. Il sait pertinemment qu'il va venir pour le tuer et s'en emparer de cette fameuse capsule pour retourner dans le passé, 1 an avant son premier voyage, pour absorber C-17 et C-18. Évidemment, Mirai Trunk est largement plus fort que Cell, donc il va l'éliminer assez facilement, comme il vient d'éliminer C-17 et C-18. Il va bousiller notre ami Cell. Et c'est là où vient toute la complexité, et c'est là où on sait, à partir de ce moment-là, que Akira Toriyama, au départ, ne devait pas continuer la saga Dragon Ball. On le verra avec l'arc Buu, Majin Buu, Buu, et ainsi de suite. On verra que, bon, ça a été fait, et ça a été fait un peu à l'arrache. Simple. Pour que Cell vienne dans le passé, pour pouvoir devenir Perfect Cell, c'est-à-dire absorber C-17 et C-18, il a fallu que dans le futur, il tue l'ami Trunk pour s'emparer de cette capsule spatio-temporelle pour pouvoir revenir. Le problème, c'est que là, Trunk, il va éliminer Cell. Donc Cell n'a jamais fait le voyage dans le passé pour pouvoir absorber C-17 et C-18. Il n'a jamais pu faire ce voyage. Donc, l'arc Cell Game n'a jamais existé. C'est aussi simple que ça. En fait, la mort de Sangoku n'existe pas dans cette histoire spatio-temporelle. On parle bien d'un voyage dans le temps. Donc, encore une fois, ce ne sont pas deux univers parallèles. C'est une ligne droite, le temps. Et comme là, le déroulement de l'histoire se passe dans le futur, si Cell ne vient pas dans le passé, eh bien, il n'a pas d'existence, il n'a jamais existé. Posez-vous cette question, est-ce qu'un arbre fait du bruit s'il s'écroule dans une forêt alors qu'il n'y a personne pour l'entendre? Comment un bruit peut-il exister s'il n'y a personne pour l'entendre? Tout simplement. Eh bien, c'est la même chose. Si Cell meurt dans le futur, il ne peut pas revenir dans le passé, ainsi soit-il. Donc, Cell n'a jamais réellement, pour nous lecteurs, il a existé, mais dans le monde de Dragon Ball, si, je dis bien si, le manga s'était arrêté là, et si surtout Akira Toriyama avait un peu plus travaillé son histoire par la suite avec Majin Buu et tout, quand on voit les écrits d'Akira Toriyama, aujourd'hui on sait que Majin Buu, tout ça, ça a été écrit à l'arrache, ça a vraiment été écrit à la rapide. Il s'est aperçu qu'il avait fait une connerie. C'est pour ça que Sangoku revient dans Majin Buu. C'est pas pour rien. Bon, je vais profiter de la vidéo Trunk pour rafraîchir un petit peu la mémoire à tout le monde. Et puis surtout, je vais mettre un petit peu tous ceux qui ont critiqué le film Broly et ceux qui vous pondent aussi des théories fumeuses contre Broly et aussi ceux qui vous comptent aussi des théories complètement cons sur Broly. C'est-à-dire qu'ils sont pour Broly, mais en plus de ça, ils vous pondent des théories complètement stupides. Je vais aussi faire fermer leur bouche à tous ceux qui vous expliquent que Broly n'est pas canon, puisque j'ai fait quand même 2 voire 3 vidéos. Mais là, c'est même pas moi qui vais vous l'expliquer,
c'est le directeur d'animation de la Toei. Hein? Alors pour ceux qui ne savent pas qui est le directeur d'animation de la Toei, c'est monsieur Tadayoshi Yamamuro. Alors il faut savoir que cet homme-là a travaillé sur pratiquement tous les films et les épisodes de Dragon Ball. Il a aussi travaillé sur One Piece, il a travaillé sur aussi, que je ne dise pas de bêtises, enfin ça va être plus simple, je vais vous mettre la liste de sur quoi il a travaillé. Il a aussi travaillé sur Dr. Slump, bref c'est quelqu'un qui connaît extrêmement bien Akira Toriyama. Comme Torishima, hein, l'éditeur de légende devenu pape du manga au Japon. Donc tous ces gens-là me donnent raison hein, sur le fait est que Broly est bien canon, qu'il appartient bien à Akira Toriyama, et surtout que c'est Akira Toriyama qui a supervisé tous les films. Et que si son nom est mis à chaque fois sur n'importe quelle jaquette de cassette, de DVD ou quoi, en tant qu'auteur de l'histoire, eh ben c'est pas pour rien. Et pour cela, je vous propose de reprendre l'interview de monsieur Tadayoshi Yamamuro, hein, qui, je le rappelle, est donc le directeur d'animation encore aujourd'hui sur Dragon Ball Super et sur les films Dragon Ball Super et sur les anciens Dragon Ball Z. Donc ce monsieur nous explique hein, très simplement pendant son interview, et il va parler de Broly justement et de la relation entre Akira Toriyama et les films Dragon Ball. Donc on reprend l'interview de monsieur Tadayoshi Yamamuro, donc je vais vous lire les questions du journaliste, je vous le mets en capture d'écran comme ça vous pourrez lire en même temps. Donc le journaliste, quoi qu'il en soit, ça semblerait bien tomber, étant donné qu'une année après Battle of Gun, nous avons eu la résurrection de F. Donc l'année prochaine sera le bon moment pour un nouveau film. Nous sommes en 2015, donc l'interview se fait en 2015, au Salon du Manga de Barcelone, donc pour fin 2016. La réponse de Yamamuro, je l'espère, j'aimerais bien voir un nouveau film l'année prochaine. Nouvelle question du journaliste, et ce serait un nouveau film Dragon Ball Super, c'est cela? Réponse de Yamamuro, je ne sais pas si cela pourrait être un Dragon Ball Super, c'est quelque chose que Toriyama-san doit décider. Donc c'est Toriyama, alors je reprends la question du journaliste, donc c'est Toriyama qui écrit le script, décide du scénario du film, des ennemis, ou bien est-ce que cela revient au comité de la Toei Animation? On est bien d'accord, vous êtes tous venus me dire que la Toei prenait les décisions sans le consentement d'Akira Toriyama, hein, puisque si on reprend vos trucs, Akira Toriyama, il est juste l'auteur du manga, un point barre, hein, c'est tout. Or, je rappelle que j'ai quand même fait une vidéo sur la différence entre le droit de morale et les droits patrimoniaux. Mais bon, c'est pas grave, hein, comme vous êtes pour certains très stupides, il va falloir quand même qu'un jour vous essayiez de comprendre que c'est pas parce que vous êtes 10 ou 100 à dire une connerie que vous avez raison. Bref, on reprend ce que dit Yamamuro. Je reprends la question du commentateur. Donc c'est Toriyama qui a écrit le script, décide du scénario du film, des ennemis, ou bien est-ce que cela revient au comité d'animation de la Toei? Oui, c'est Akira Toriyama qui décide de tout cela. La réponse de Yamamuro, oui, c'est Akira Toriyama qui décide de tout cela. On reprend la question du journaliste. Est-ce lui qui prend les décisions dans les projets de films de la Toei? Oui, bien sûr, c'est la plus haute autorité en ce qui concerne Dragon Ball, car c'est le créateur original. Ce que je vous expliquais donc avec le droit moral, hein, c'est une réalité. Hein. À un moment, il faut arrêter d'être con. Là, je reprends ça pour Mr. Freeze qui était venu me sortir. Oui, moi je connais pas la définition du mot canon, je la connais que comme celle que dit le chef. Le chef t'a dit une connerie, il sait pas de quoi il parle. Il a vu une définition sur Wikipédia, il s'est dit bon, je vais même pas chercher à comprendre ce que c'est, Wikipédia a toujours raison. De toute façon, toutes ces vidéos sont là-dessus. Il n'y a pas de recherche de fait sur les mangas, c'est toujours Wikipédia, quoi qu'il arrive. Donc, on reprend. Hein, donc Yamamuro, oui bien sûr, c'est la plus haute autorité en ce qui concerne Dragon Ball, car c'est le créateur original. On reprend la question du journaliste après, mais il y a plein de films Dragon Ball auxquels il n'a pas pris part. Il a seulement participé au dernier. Il a simplement participé au dernier. Retenez bien cette question parce que c'est celle que vous posez, hein, et celle que vous dites, ah oui non mais c'est comme ça, j'ai même vu ça sur un site, enfin bref, on en parlera après. On reprend la réponse de Yamamuro à cette question. Il n'y a aucun film auquel il n'a pas participé. C'est juste que sur les films les plus anciens, il a travaillé sur la mise en forme des personnages. Il a fourni les idées de base et le superviseur de l'animation est celui qui donne vie et forme à ces personnages. Donc déjà, ça répond à vos questions. Celui qui crée les personnages, qui donne les idées de base de l'histoire, comme je vous l'expliquais dans la première vidéo sur Broly, cette histoire complètement ridicule, ça c'est la touche Toriyama. Hein, la haine que peut éprouver Broly contre Son Goku, cette histoire de couveuse,
parce que Son Goku arrête pas de pleurer. C'est une touche Toriyama. Il suffit de connaître juste le travail de Toriyama, c'est son humour, ça. Hein. Et tout le reste du film, c'est basé sur son humour à lui. Faut le savoir. Si tu sais pas ça, c'est que Dragon Ball, ça t'a échappé. Hein. T'as pas suivi. Donc il reprend comment est né le projet Dragon Ball GT. Le manga original d'Akira Toriyama était fini et la Toei a décidé de continuer dans l'appui de l'histoire d'Akira Toriyama. Comment s'est formé le projet Dragon Ball GT et pourquoi? Là aussi, ça répond à la question quand je vous parlais des droits patrimoniaux, de la licence libre. La licence libre, c'est Dragon Ball GT. Et là, on va revenir là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a 4 droits fondamentaux que conserve l'auteur. Mais le reste appartient à la Toei. Donc encore une fois, j'avais raison sur ce que je vous expliquais. Dragon Ball GT est une licence libre et pas un droit moral. On reprend. Yamamuro, la réponse à Dragon Ball GT. Je ne sais pas tout le processus qui a mené à la création de Dragon Ball GT, mais pour autant que j'en sache, Akira Toriyama a quand même créé quelques artworks et dessins de personnages. Sûrement le nom de GT a été choisi par lui. Voilà, ça fait partie des droits dans une licence libre. Quand la Toei a acheté les droits pour une licence libre pour créer Dragon Ball GT, il a quand même été obligé de voir avec Akira Toriyama. C'est là où vous confondez les films et Dragon Ball GT. C'est là où ce que je vous ai reproché dans mes vidéos. Hein, je parle pour les haters et ceux qui ne cherchent pas plus loin que le bourneau et ce que j'ai reproché au chef. Vous confondez une licence libre avec le droit moral. Et le droit moral, c'est les films. La licence libre, c'est Dragon Ball GT. La licence libre, c'est aussi le film qui a été fait par Bandai. Hein, le truc complètement naze là, qui est sorti en 93, en septembre 93 pour un jeu vidéo et qui ensuite est ressorti en français, pour la première fois en français, en 2010. Bref, on continue donc la question du journaliste. Il y a plein de personnages qui n'apparaissent que dans les films. Par exemple Broly, Metal Cooler. Quel personnage souhaiteriez-vous vous revoir dans la série? Je pense à Broly. La réponse de Yamamuro est Broly. Le film Broly a été le premier, je reprends la question du journaliste, le film de Broly, le film sur Broly a été le premier sur lequel vous avez participé, n'est-ce pas? Oui. Réponse de Yamamuro, oui. Vous avez également participé au second et au troisième film Broly. Toujours, réponse de Yamamuro, oui, oui. Voudriez-vous un quatrième? Et la réponse de Yamamuro est oui, pourquoi pas? Alors, c'est important cette réponse, pourquoi oui, pourquoi pas? Eh bien, tout simplement parce que, effectivement, Broly fait partie à part entière des personnages de Dragon Ball et surtout le film clé, ce que je vous explique dans une de mes vidéos où je vous explique que ce film au Japon a été ultra important au moment où les fans commençaient à hurler parce que bien évidemment Akira Toriyama il est comme beaucoup d'auteurs, hein. On peut prendre comme exemple l'auteur de Naruto qui laisse plein d'énigmes, plein d'histoires en cours et il n'y a jamais de réponse. Eh bien les fans ne supportaient pas cette idée de ne pas avoir de réponse sur ce fameux guerrier légendaire parce que toute l'histoire de Dragon Ball, même aujourd'hui dans Dragon Ball Super, tourne autour de l'histoire de ce guerrier légendaire. Donc il fallait forcément un film. Donc la réponse de Yamamuro, oui, pourquoi pas. Et vous pensez cela possible? Broly a été anéanti dans le dernier film. Et là, réponse de Yamamuro, pardon, je ne comprends pas. Je veux dire Broly dans le dernier film, je reprends le journaliste, je veux dire Broly dans le dernier film n'avait même plus de corps car il a été détruit. Est-il possible de le faire revivre? Oui, je le pense, réponse de Yamamuro, oui, je le pense. Nous parlons d'épisodes passés. Donc nous pouvons très bien avoir un film qui se passe entre ceux qui ont déjà eu lieu. Entre ceux qui sont déjà parus, pardon. Bon, évidemment, je ne vais pas vous faire toute l'interview. Hein. Vous avez l'adresse qui est là pour aller vérifier. Hein. Donc c'est une interview de monsieur Tadayoshi Yamamuro, hein, qui est donc le directeur d'animation chez Toei et qui travaille avec Akira Toriyama depuis Dr. Slump. Qui vous l'explique lui-même. Donc l'auteur des films, c'est bien Akira Toriyama. Ce qui est bizarre dans tous les commentaires négatifs que j'ai pu avoir, et Dieu sait qu'il y en a eu quelques-uns, parce que mon Dieu, j'ai eu le malheur de critiquer le chef, alors que c'est pas contre moi que vous devriez vous retourner, mais contre lui, qui vous a dit une grosse connerie. Donc oui, ils sont canons. Tous ces films-là sont canons, quoi qu'il arrive. Et là, c'est pas moi qui vous l'explique, c'est monsieur Tadayoshi Yamamuro, comme l'a expliqué Yamoshi et comme l'a expliqué son éditeur. Hein. Donc, il n'y a pas que, hein, il y a aussi Glénat, il y a aussi la Shueisha, il y a aussi la Toei, il y a aussi AB Productions. Enfin, tout le monde s'accorde pour dire que les films, c'est bien auteur Akira Toriyama. Donc, d'office, ils sont canons, c'est pas des univers parallèles. Et surtout le film 8. Donc, je vais revenir sur le film 8. Et on va commencer un petit peu à discuter de toutes les conneries que j'ai pu voir.
Et on va déjà commencer dans les commentaires par rapport à la différence entre un OAV et un film. Alors, un OAV c'est très simple. Un OAV c'est Strong Story et c'est l'histoire de Badak, en tout cas Bardock. Je vous explique ce que c'est. Un OAV, ça veut dire Original Animation Vidéo. Ça fait référence à un animé qui est directement destiné au marché de la vidéo sans passer par la case cinéma ou télé. C'est-à-dire que, pour vous expliquer la différence entre un OAV et un film va sortir au cinéma, dans les salles de cinéma au Japon. Tous les films Dragon Ball sont sortis au cinéma. Un OAV, c'est une œuvre, on va dire, qui va expliquer un personnage qui est arrivé dans la série, auquel les fans ont pu s'attacher, et qui va permettre de faire un peu de pognon. C'est là-dessus, c'est ça un OAV. Or, Broly et tout ça ne sont pas considérés. Au début, dans les années 90, ça c'est pas rare, vous trouviez sur les jaquettes marqué OAV sur les films Broly ou autres, peu importe. Mais c'en est pas. Aujourd'hui, ça a changé, ce sont des films. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, ils ne sortaient pas en salle dans les cinémas français, mais ils sortaient dans les salles de cinéma au Japon. Or, Trunk Story ainsi que l'histoire du père de Goku, c'est-à-dire Bardock, Badak pour les plus jeunes, n'est jamais sorti au cinéma, même au Japon, et il est sorti directement en cassette et aujourd'hui en DVD. Voilà, c'est la différence déjà qu'il faut savoir sur les OAV et sur les films. Donc maintenant on va parler directement du film Broly, totalement cohérent avec le manga. Pourquoi? Je rappelle qu'à la fin de l'arc Cell Game, donc Trunk revient dans le futur et élimine Cell. Donc Cell n'est jamais retourné dans le passé, donc le Cell Game n'a jamais existé, qu'on soit bien d'accord. Mais Trunk devait quand même faire le voyage en arrière pour dire à ses amis qu'il avait bien éliminé, et c'est dans le manga papier, je le rappelle, qu'il avait bien éliminé les cyborgs C17 et C18. Alors quand on revient dans le scénario de base, ce qui avait choqué tout le monde, c'était que Son Goku et Son Gohan n'étaient pas, à la sortie de la salle du temps, n'était pas en SSJ1. Pour dire que les événements du premier film Broly se déroulent peu de temps avant le Cell Game. Ça, on va être tous d'accord là-dessus. Bon, normalement, une fois qu'on a établi ça, normalement, j'ai pas besoin de développer plus que ça pour prouver que c'est pas canon. Normalement, arrive à ce stade, il y a une alarme dans ta tête qui s'allume et qui fait qu'il y a un truc qui déconne. Mais admettons que cette alarme ne s'allume pas, on va continuer. Voilà. Comment peut-on se permettre de dater les événements du film? Eh ben tout simplement en analysant les éléments du film. Dans le film, on a Mirai Trunks avec les cheveux longs et Gohan Ado Super Saiyan. Donc déjà, c'est un indice temporel. Donc ça se passe forcément quelque part avant le Cell Game, en plein milieu de l'arc Cell Cyborg. Ça ne peut pas se passer avant parce que Gohan n'est pas Super Saiyan et pas après parce que Goku est mort. Et surtout, Gohan est déjà SSJ2. Voilà. Donc ça se passe forcément dans les 9 jours précédant le Cell Game. Et on peut même réduire la fourchette, être un peu plus précis que ça. Pendant les 9 jours avant le Cell Game, on sait que Vegeta, Trunks et Piccolo se sont relayés dans la salle de l'esprit et du temps. On sait aussi que quand Trunks sort de la salle, il a les cheveux longs. D'ailleurs, pendant le Cell Game, il a les cheveux longs, c'est signe qu'il venait juste de sortir de la salle. On sait aussi que Piccolo rentre dans la salle après Gohan et Goku. Et que le jour d'après, c'est Vegeta et Trunks qui y retournent. Donc il se passe, en prenant large, 3-4 jours entre le moment où Goku sort de la salle et que Vegeta Trunks sortent de leur deuxième séjour. Piccolo aussi a sûrement fait un deuxième tour, ça on sait pas. Bref, en prenant large, encore une fois je précise, ça nous laisse quoi? 5-6 jours avant le début du Cell Game. Donc admettons que le Cell Game ait lieu un samedi. Et admettons, pourquoi pas, que Paragus débarque sur Terre un mardi. Ça veut dire qu'ils se tapent Broly et Cell dans la même semaine. Ben non, mais ils n'ont plus de raison dans le film Broly d'être en SSJ1, puisque Cell n'a jamais existé. Bah oui, Cell il est jamais retourné dans le passé pour pouvoir absorber C17 et C18, donc il n'existe pas. Ah bah oui, je sais, c'est con, mais il n'existe pas, donc ils n'ont aucune raison, puisque finalement ils n'ont jamais rencontré Cell. Eh oui, comme je le dis, et c'est très simple, si Trunk élimine Cell dans le futur, Cell n'a aucun moyen de revenir dans le passé et donc de devenir Cell Perfect pour absorber C17 et C18 et devenir Cell Perfect. Il n'existe pas, ils ne l'ont jamais rencontré. Donc le début du film de Broly est complètement cohérent avec l'histoire même qui est racontée par le manga. Et ce n'est pas la peine de venir me parler de Cell dans les commentaires, Cell n'existe pas. Et si vous ne me croyez pas, je vous conseille d'aller lire du chapitre 370, c'est-à-dire du combat entre Piccolo et Cell, le moment où Cell va expliquer son voyage dans le temps et comment il est arrivé là à Piccolo, c'est-à-dire pendant le combat, au chapitre 420, le moment où Trunk va détruire Cell. Le chef nous avait proposé de se mettre à la place d'un scénariste, donc je vous propose de faire la même chose. Et on va s'imaginer qu'on scénarise
le film Blue 8, c'est-à-dire Broly, le guerrier légendaire. Donc j'imagine comme ça que l'auteur me raconte cette fin avec Trunk, hein, c'est-à-dire le chapitre 420. Donc pour faire un scénario qui tient la route, et que, alors que l'animé n'est pas fini, puisque je rappelle que le chapitre 420 est sorti en avril 1993 et que le film Broly, le guerrier légendaire, est sorti en mars 1993. Donc on tient une histoire avec un guerrier légendaire, puisque on nous en a parlé pendant pratiquement tout l'arc Freezer. On tient une histoire avec le guerrier légendaire. Comme Goku ne peut pas l'être, hein, puisque je suis l'idée de l'auteur, Goku ne peut pas être ce guerrier légendaire, puisque tout le monde par la suite devient Super Saiyan, il faut qu'on pense à quelque chose qui puisse être un peu plus puissant encore. Puisque normalement c'est une exception et pas la règle, puisque tout le monde devient Super Saiyan, il faut satisfaire aussi les fans et ce qu'on appelle répondre aux questions. Je ne peux pas spoiler l'animé, donc la fin avec Trunk m'arrange, car elle me permet de mettre le protagoniste dans une situation de non-tension, c'est-à-dire cool, tout le monde fait la fête, hein, puisque Cell n'a jamais existé, C17 et C18 ont très certainement été éliminés par Vegeta et Trunk, puisque Cell n'est jamais venu. Tout le monde est cool, il n'y a pas de raison, il n'y a pas de méchant réellement qui peut arriver sur Terre à ce moment-là, hein, on n'est pas encore avec Boo et avec tout ça. Donc il n'y a pas de tension, tout est cool, et de garder une vraie cohérence avec la fin du manga, évidemment. Donc Trunk ayant empêché Cell de venir dans le passé, je n'ai pas de raison d'y faire allusion. Hein, pour ceux qui se demandent pourquoi il n'y a pas d'allusion à Cell. Ah, il n'est jamais venu, donc personne ne le connaît. Donc il n'y a pas de raison de faire d'allusion au personnage de Cell. Les personnages se sont débarrassés des cyborgs, donc tout le monde vit en paix. Qu'est-ce qu'on peut revoir encore? Donc tout va bien, plus de menaces, je peux faire retrouver une vie normale à tous les protagonistes de cette histoire. Par exemple, je sais pas moi, Chichi et Goku qui pourraient partir inscrire Gohan à l'école, puisque c'est son rêve, et c'est le rêve aussi de Chichi de voir Son Gohan devenir un grand savant. Les autres peuvent tous être réunis pour la fête du printemps, puisque c'est la fête la plus importante au Japon. Et ben, on peut peut-être tous les réunir pour cette occasion-là, hein, histoire que tout le monde fasse la fête ensemble. On peut ici y rajouter le bébé Trunk, puisque le bébé Trunk, il est présent, hein, il est présent aussi dans le manga. Trunk bébé est bien présent avec Bulma et avec son père, il n'a qu'un an, hein, c'est aussi dit dans le film et c'est aussi dit dans le manga, donc ce qui comporte aussi ce truc-là hyper important, c'est-à-dire que comme les cyborgs ont été éliminés et qu'à ce moment-là, Trunk n'a qu'un an, ça laisse à penser très facilement que Trunk et Vegeta ont pu éliminer les cyborgs à ce moment-là. Donc on est parfaitement, encore une fois, complètement cohérent avec le manga. Donc, si je me mets, hein, comme l'a demandé le chef... Pense en scénariste, connard! Donc là, tu vas sans doute te poser cette question. Pourquoi est-ce qu'on s'emmerderait à faire des films si on peut pas les recaser dans l'histoire officielle? Bah pour le pognon, mon con. Les films DBZ ont été développés en parallèle de la série. Quand Broly a commencé à être développé, l'arc Cell était sans doute encore en cours dans le manga, et dans la série aussi. Ils n'avaient aucune idée de ce qu'il allait se passer dans la suite de DBZ au moment où ils écrivaient le film. Et même si c'était le cas, ils ne pouvaient pas se permettre de spoiler la série. Alors tout ce qu'ils pouvaient faire, c'est de s'appuyer sur des éléments déjà ancrés dans le passé de la série, et de broder une histoire autour. Et dis donc Roger, tu cherchais pas une idée pour un film DBZ là? Hein? Non, parce que je viens de voir, il parle d'un Super Saiyan légendaire qui apparaît tous les 1000 ans. Ah, il y a peut-être un truc à creuser là, non? Hein, c'est une idée. Ouais, on parle là-dessus. Okay. Enfin, il faut être très précis là-dedans, bien évidemment. Je me place à la place du scénariste et je vais écouter ce que m'a raconté l'auteur. Donc, je fais référence, si je veux écrire l'histoire avec l'auteur, je fais référence à la planète Vegeta et au héros du manga. Donc, comme le héros est directement parti de la couveuse sur la planète Terre, puisque je rappelle que c'est comme ça que ça s'est passé, mon antagoniste ne peut l'avoir connu que pendant un temps très court. Et donc ce temps très court, ça ne peut être que en étant un voisin de couveuse. Ça, c'est une idée intelligente qu'elle est. Et ça fait parfaitement référence, donc pour le moment, à l'histoire. On continue, il faut que mon antagoniste déteste mon protagoniste, bien évidemment. Et l'auteur me souffle une connerie, le protagoniste ne fait que pleurer et ça va traumatiser mon antagoniste. Le lien entre les deux est fait. Voilà, le fil conducteur est là.
Donc maintenant que mon fil conducteur est créé entre mon protagoniste et mon antagoniste, et ben maintenant je vais appuyer sur les traits de caractère et leur histoire et faire en sorte que tout les sépare. Alors on va y aller sur le héros, c'est-à-dire Sangoku, qui est très faible à la naissance, qui est envoyé directement sur la planète Terre parce que c'est une planète très faible et donc très facile à conquérir. Il est recueilli par un vieux grand-père qui va prendre soin de lui et il va se faire des tas d'amis au fur et à mesure de ses aventures. Donc, comme je sais tout ça grâce à l'auteur, eh bien je sais à quoi va ressembler mon antagoniste. Et donc, en tant que scénariste, je vais suivre les conseils de l'auteur, puisqu'il veut le total opposé de son héros, de son protagoniste. Eh bien, mon antagoniste, Broly, lui, va être très puissant dès la naissance, au-dessus des Saiyans d'élite. Il sera rejeté par le roi, qui tentera même de le faire assassiner. Il sera rejeté et mis à l'écart par son propre peuple. Et en plus de ça, il va devoir vivre seul avec son père et ensuite se renfermer dans sa propre folie. Et là, on tient l'antagoniste par excellence, le mec qui a toutes les raisons de haïr le monde entier, l'univers entier. Si vous relisez les tomes de l'arc Freezer, Vegeta n'arrête pas d'en parler. Et il dit que normalement, le super guerrier légendaire est un être froid qui n'a aucune compassion, qui lui n'hésite pas à achever ses ennemis, voire même qui prend plaisir à les achever. Donc l'antagoniste, tel qu'il est décrit dans le film Broly, respecte complètement l'idée du manga. Mais je ne vais pas m'arrêter là, puisque je vais leur faire aussi un point commun à mon antagoniste et à mon protagoniste. Je vais leur faire un point, ils échapperont tous les deux à la destruction de la planète Vegeta et leurs pères feront tout pour les sauver. C'est le point commun qui relie Broly et Sangoku. Bardock pour les plus vieux, a pas sauvé son fils, mais son fils a été envoyé, mais il a tenté de sauver la planète Vegeta, tandis que le père de Broly, lui, a tout fait pour empêcher l'assassinat de son fils. Donc ils ont ce point commun, c'est-à-dire l'amour de leur père, l'amour que leur père pouvait leur porter. Chose qui est très rare chez les Saiyans. Si vous connaissez l'histoire des Saiyans, ils s'en foutent. Ce sont des guerriers qui meurent ou qui meurent pas, c'est pas grave. Un plus, un moins, c'est pas un souci. Je respecte aussi l'idée d'Akira Toriyama avec le fait que les Saiyans deviennent de plus en plus puissants à chaque fois qu'ils frôlent la mort. Et bien évidemment, mon antagoniste, il a frôlé la mort 2 fois dès qu'il était bébé. Donc forcément, déjà qu'il était au top à sa naissance, il était déjà plus fort que les soldats d'élite. Et effectivement, en frôlant la mort 2 fois, il est devenu vraiment encore plus fort. Donc tout est respecté, l'idée générale du manga est respectée, les personnages sont respectés, la trame du manga est respectée. Pense en scénariste, connard! Donc je continue à me mettre à la place du scénariste. Non, en tant que scénariste, je vais me demander comment amener cette histoire. L'idée, elle va être simple. Le père de l'antagoniste vient chercher l'héritier de la planète Vegeta, ce qui paraît jusque-là normal, puisqu'on sait qu'il y a eu quelques survivants. Il y a eu Nappa, Vegeta, Raditz. Au départ, ils ne sont que 4, mais d'autres ont pu survivre, ça n'empêche rien. Et forcément, comme il n'y a plus de roi et que Freezer a été éliminé, évidemment, il est tout à fait probable qu'un des survivants ait l'envie de reconstruire la planète Vegeta. Le père de mon antagoniste propose à Vegeta, qui est l'héritier de la planète Vegeta, lui propose de devenir le nouveau roi de cette nouvelle planète qu'ils ont conquérie. Donc, encore une fois, je respecte l'idée de l'auteur et le scénario qu'il veut donner. C'est-à-dire, on est parfaitement dans l'idée qu'il s'était fait des super guerriers, c'est-à-dire des êtres qui n'ont aucun scrupule et qui viennent et asservissent des peuples, des peuples et des populations vivant sur différentes planètes. Quand ils arrivent sur cette fameuse planète, les deux antagonistes ont mis en esclavage toute la population de cette dite planète pour en faire une nouvelle planète Vegeta. Je sais, je dis beaucoup de fois le mot planète, mais c'est pour que ça rentre, au cas où. Donc, encore une fois, on respecte totalement l'idée qui nous avait été expliquée dans les tomes précédents, comme dans le tome 17, c'est-à-dire ce qu'expliquait Raditz. Donc, encore une fois, le film respecte complètement l'idée des Super Saiyans et ce que nous raconte Akira Toriyama depuis le début. De toute façon, il n'y a pas de souci, c'est Akira Toriyama qui a participé au scénario, donc il n'y a pas de souci. Mais, comme a dit le chef, on se met à la place d'un scénariste. Donc pour l'instant, on est parfaitement dans le truc, on n'est vraiment pas dans l'histoire de faire du pognon, on est vraiment dans le but de te raconter une histoire quand même. L'antagoniste, bien évidemment, est sans pitié, ça fait référence à ce que disait la Vegeta.
Il doit pouvoir détruire des galaxies pour marquer que sa puissance est infinie. Et finalement, il perdra face au héros grâce à un coup de chance et grâce à la force des 5 autres protagonistes de l'histoire. Voilà. Donc, évidemment, là, j'ai fait court sur l'explication du film parce que le film, tout le monde le connaît. Broly est un guerrier légendaire, c'est le super guerrier. Sa couleur de cheveux verts. Alors, on va remédier tout de suite à ça. La couleur préférée d'Akira Toriyama, c'est pour ça que ceux qui viennent t'expliquer que Akira Toriyama a juste fait le design, oui, il n'a pas fait que ça, il a puisque encore une fois, maintenant je vais m'amuser à le dire à chaque fois, Tadayoshi Yamamuro te l'explique, directeur d'animation travaillant avec Akira Toriyama depuis Dr. Slump, directeur d'animation chez Toei, t'explique lui-même que Akira Toriyama a participé à l'écriture du film Broly, puisque c'est lui qui était directeur d'animation sur le film Broly et sur bien d'autres bien évidemment. Donc, si Broly a les cheveux verts, c'est parce que c'est la couleur préférée d'Akira Toriyama. Voilà, le vert, c'est sa couleur préférée. C'est comme ça. Le violet, tu remarqueras que tous les méchants ont une touche de violet sur eux, quoi qu'il arrive. Que ce soit le bord des yeux pour Cell, que ce soit pour Boubou, avec sa cape violette, que ce soit pour Freezer, que ce soit pour même King Piccolo avec sa tenue violette. Mais à une différence, la plupart du temps, à chaque fois que le personnage porte du vert, c'est que c'est un des personnages préférés d'Akira Toriyama. Voilà, le vert étant sa couleur préférée. Donc on va récapituler tout ça en tant que scénariste pour voir si je suis bien cohérent avec l'histoire d'Akira Toriyama et si j'ai bien suivi à la lettre tout ce qu'il m'a dit. Donc, comme cohérence avec le manga, j'ai la fin de l'histoire de Trunks. Donc comme celle n'a jamais existé, bah évidemment on est dans le truc. J'ai la cohérence aussi avec Shishi et Sangoku qui inscrivent leur fils Sangohan à l'école, puisque c'était son rêve. J'ai tout le monde qui fait la fête, bien évidemment, puisque celle n'existe pas et que ces 18 et ces 17 ont disparu, en tout cas soit ont été éliminés, soit se sont cassés, et bien évidemment il n'y a plus de problème sur Terre, donc nos héros peuvent se détendre et faire la fête. Nous avons bébé Trunk qui est bien là, qui a seulement 1 an, qui n'a pas 3-4 ans, qui a seulement 1 an, donc ça correspond aussi à l'histoire du manga, à l'histoire de l'auteur. J'ai l'histoire de la couveuse, j'ai l'histoire de la planète Vegeta, j'ai le roi Vegeta, j'ai le lien entre les deux personnages, j'ai la destruction de la planète Vegeta, j'ai l'héritier du roi avec la personne de Vegeta, son statut est respecté dans l'histoire. Ils asservissent une planète comme le faisaient les Super Saiyans sous le règne du roi Vegeta. Nappa et Raditz, bien évidemment, c'est repris et effectivement, c'est aussi une décohérence. Le méchant est sans pitié comme Vegeta en parle et il va porter un nom de légume comme les Saiyans, c'est-à-dire Broly qui signifie brocoli. Voilà, comme Sangoku s'appelle Kakaroto, ça veut dire carotte, Raditz veut dire radis, Vegeta veut dire vegetable et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc on est complètement dans la cohérence de l'histoire. Donc ce film n'a pas été fait seulement pour le fric. On va expliquer les choses telles qu'elles sont. Ce film, à l'époque, a été fait surtout pour faire plaisir aux fans et répondre aux questions que Akira Toriyama avait laissées en suspens. Moi, ce qui me surprend, c'est que beaucoup d'entre vous ont critiqué et ont dit « Oui, ce film, c'est fait pour le fric ». Non, ce film a été fait uniquement pour faire plaisir aux fans. C'est quand même extraordinaire. Là, les fans étaient aux anges parce que pour une fois, ils avaient une réponse à une question, ce n'était pas laissé en suspens. Effectivement, Goku n'était pas, et ça respecte aussi cette vision du personnage, c'est-à-dire que Goku est un homme qui ne pense qu'à se battre pour devenir toujours plus fort, donc forcément il faut toujours lui trouver un antagoniste beaucoup plus puissant que lui, et quoi de mieux que de lui donner en méchant, en adversaire à combattre, le Super Saiyan légendaire. Ce qui a permis, comme je le disais dans une autre vidéo, de faire plaisir aux fans parce qu'enfin on rencontrait ce personnage surpuissant qui nous avait été décrit pendant presque 2 ans et demi pendant l'arc Freezer. Ça permettait aussi aux fans de Sangoku d'être heureux puisque de toute façon Sangoku finalement gagne son combat, même si c'est avec l'aide de ses amis, c'est grâce à sa persévérance qu'il devient finalement le super guerrier légendaire à la place, puisqu'il arrive à le battre. Donc le vrai guerrier légendaire, finalement, quelque part, c'est un peu lui. Pour ceux qui ont été déçus par rapport à Sangohan, évidemment, mais je rappelle encore une fois que Cell n'existe pas. Il n'est jamais retourné dans le passé.
Donc, puisque Trunks l'a tué, donc Sangohan n'est jamais devenu SSJ2. Donc c'est normal qu'il ne se transforme pas en SSJ2 dans le film Broly, qu'il se transforme uniquement en Super Saiyan. Pourquoi? Eh bien parce que ce n'est pas parce que Cell n'est jamais venu dans le passé que Sangoku et Sangohan ne sont jamais allés dans la salle du temps. Pourquoi? Parce que s'ils rentrent dans la salle du temps, ils rentrent surtout pour pouvoir s'entraîner et vaincre C17, C18, voire C16. Donc, effectivement, tout le film, ainsi que toute cette histoire du manga Dragon Ball, toute cette partie-là, est la partie qui a le plus plu aux fans. Pourquoi? Parce que, en fait, l'arc des Saiyans, c'est-à-dire du tome 17, en passant par l'arc complet de Freezer, l'arc Cell, l'arc Trunk, l'arc Cell, l'arc Cell Game et Broly, c'est un tout ultra cohérent à l'histoire. Ce qui est complètement incohérent, et on en parlera, j'en parlerai quand je vais vous expliquer un peu la saga Boo. Boo, c'est complètement incohérent avec l'histoire Dragon Ball. C'est simple, pour les fans des années 90, on ne peut pas détacher Broly de Dragon Ball Z, Freezer et Cell. Pourquoi? Parce que eh bien, c'était la fin réelle de Dragon Ball, ce film. Et en tout cas, à l'époque, avant que les tomes Majin Buu et tout ne viennent à sortir, puisque bon, alors quand on vous explique, soi-disant c'est une légende, il l'a fait sous la contrainte. Non, il ne l'a pas fait sous la contrainte, mais simplement ça aurait mis beaucoup de monde au chômage d'arrêter Dragon Ball. Et il y avait d'énormes pressions par rapport à la Toei, à la Shueisha et par rapport à aussi Glénat. Il y avait beaucoup d'argent en jeu, c'est pour ça qu'il a continué. Mais pour les fans purs et inconditionnels de Dragon Ball, la vraie saga s'arrête à Cell. Elle ne continue pas. La suite, c'est un peu, pour des gens de mon âge, hein, je parle de ceux qui vraiment s'intéressent à ce manga, Boo, tout ça, non, c'est du charabia. Ça n'a plus aucun sens parce qu'en fait, l'arc Majin Buu et Boo crache complètement sur la saga Cell et sur le film Broly et même sur l'arc Freezer. Parce que on les voit, alors ça c'est dans les épisodes filler bien évidemment, c'est pas dans le manga, mais dans la série animée, on les voit revenir en enfer où il y a Freezer, il y a machin, il n'y a rien qui est respecté. Toriyama n'a pas su s'arrêter parce que c'était la fin exceptionnelle. C'est-à-dire que nous avions deux fins, en quelque sorte deux fins alternatives. Nous avions cette vision du futur qui ne sentait pas bon, c'est-à-dire que tout le monde était mort dans le futur, hein, puisque Trunks revient et que malgré tout, tout le monde est déjà mort. Et il y avait aussi, avec le film Broly, cette réponse que nous apportait enfin Akira Toriyama aux questions qu'il avait soulevées dans tout l'arc Freezer. Ce fut vraiment un plaisir de relire les tomes de Freezer, de Cell Game, Trunks et de revoir certains films. Ce fut vraiment un grand plaisir. Pour ceux qui ont aimé cette vidéo, vous laissez un pouce bleu. Si vous n'avez pas aimé, vous placez un pouce rouge. De toute façon, je m'en branle complètement puisque je ne suis pas payé pour mes vidéos. Je m'en fous, je le fais uniquement par passion. Je vous fais des gros bisous. Et puis, chef, j'espère que tu ne regarderas plus jamais Dragon Ball et que tu ne feras plus jamais de vidéos sur Dragon Ball. Bisous!